Bonsoir, on les appelle les startups. Ce sont tout simplement ces nouvelles entreprises qui naissent avec à leur tête des jeunes pleins d'idées. Des domaines d'activité, tout y passe. Nouvelles technologies, environnement, agriculture, industrie, santé, BTP et bien d'autres domaines. Les solutions, une profusion. Chacun y va avec ses idées, avec ses méthodes et avec son analyse. Rien ne les arrête, d'autant que nous sommes en train de vivre, il faut le dire, ces derniers temps, une véritable révolution numérique de par le monde. En Algérie, il y en a de plus en plus. Certaines sont même labellisées start-up. Un label, en effet, c'est la nouveauté en Algérie depuis ces 2 dernières années, depuis la création d'un ministère pleinement consacré et dédié aux start-up et à l'économie de la connaissance, avec à sa tête un jeune ministre, très jeune ministre, qui était lui-même entrepreneur et qui aujourd'hui qualifie son propre département, aujourd'hui tout simplement de start-up. Visiblement donc la volonté politique y est. Alors qu'en est-il des difficultés sur le terrain pour ces start-upers? Que peut-on dire à propos du mindset des entrepreneurs algériens fondateurs de ces startups? Nous en parlons ce soir avec nos invités. Merci de nous suivre bien sûr en direct comme tous les mercredis soirs sur Al 24 News. L'émission d'aujourd'hui est intitulée Startup, quel écosystème en Algérie? Bienvenue dans Insight. Et nous recevons aujourd'hui Sid Ali Zarouri, directeur général de Algérie Aventure. Merci, Monsieur Zarouri, d'être présent. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Younes Grar, expert consultant IT, bonsoir et merci aussi d'être présent. Merci pour l'invitation. Nourdine Azouz, confrère du quotidien Reporter, toujours présent avec nous les mercredis. Bonsoir Nourdine. Bonsoir. Plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Également. Alors, d'abord, Sid Ali Zarouri, première question, je vous la pose à vous. Algérie Aventure, accélérateur public. Expliquez-nous juste votre rôle, vos missions, quelle est la différence avec ce qu'on appelle et ce qu'on connaît comme incubateur? Très bien. En fait, une start-up naît déjà par une idée. Donc, les porteurs de projets innovants ont des idées qui sont transformées en start-up. Et cette mission-là est souvent conduite par les incubateurs qui convertent les porteurs de projets et qui convertent leurs idées vers des projets et vers des start-up. Ça, c'est la mission des incubateurs. L'accélérateur, par contre, son rôle, c'est lancer, accélérer ce processus, transformation de cette start-up en une scale-up et une entreprise, une PMI, PME et autres. Donc, le but, au fait, c'est d'accélérer, d'accompagner ces start-up, les coachant, les formant, mais pas que, mais en les connectant aussi à des réseaux d'entreprises, des potentiels clients et, le plus important, c'est des investisseurs, des porteurs, donc de ceux qui ramènent le capital pour ces startups-là, pour qu'ils puissent réussir. D'accord, très bien. Younes Grar, aujourd'hui, accélérateur, incubateur, des organisations aujourd'hui, il faut le dire, qui aident les startups. Est-ce qu'elles sont donc conscientes, les startups, de leur existence, de leur utilité, de leur rôle? Est-ce qu'on en parle suffisamment? Est-ce qu'on fait suffisamment de bruit autour de ces accélérateurs? Je pense que les jeunes Algériens, c'est des jeunes comme partout dans le monde. Ils sont ambitieux, ils sont au courant des success stories qu'il y a aux États-Unis, en Chine. C'est des jeunes qui démarrent avec déjà des idées simples, mais qui se transforment en grandes entreprises, en champions et des entreprises qui pèsent des millions et des milliards de dollars. Donc, le jeune Algérien, il veut s'aventurer dans ce genre d'aventure. Et bien sûr, donc, il entend parler que ça, c'est une start-up américaine, c'est une start-up française, etc. Donc, pourquoi pas une start-up algérienne? Pourquoi pas ne pas transformer une idée qu'il a dans sa tête, qui résout un problème dans la société algérienne, économique, sociale, culturelle. Ou internationale, hein, pas forcément algérienne. Peut-être internationale. Mais au début, l'ambition, elle est limitée. Il essaye de résoudre des problèmes en Algérie en s'inspirant des success stories qu'il y a à travers le monde. Et de là, une start-up, en général, c'est un jeune, c'est un technicien, c'est un ingénieur qui sait développer des solutions techniques, mais il ne connaît pas très bien les rouages
du juridique, du commercial, du marketing, protection des idées, des marques, etc. Et là, donc, il a besoin d'un accompagnement. Donc, il recherche des incubateurs pour l'accompagner et le soutenir. Donc, Il va prendre des premiers pas, on va dire. Bien sûr, pour réussir, pour devenir une success story comme le deviennent les success stories aux États-Unis, en Inde, en Chine, en France, etc. Alors, Nordine Azouz, comment expliquer cette mode des startups? C'est vraiment à la mode. Oui, d'abord, pour répondre d'abord à votre question qui était précise tout à l'heure, qu'est-ce que c'est un accélérateur de start-up? Je pense que la meilleure explication à faire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est revenir à la dénomination officielle. C'est établissement de promotion et de soutien ou de gestion des structures d'appui aux start-up. Donc c'est un dispositif, un outil qui est là pour aider les jeunes pousses, parce que c'est comme ça qu'on les appelle en français, qui sont déjà sur place et qui sont opérationnels, à grandir, à se lancer dans leur processus de croissance pour devenir des entités économiques à part entière. Petite leçon d'histoire, l'accélérateur des startups a été créé, si je me rappelle bien, en décembre 2020. Ensuite, voilà, novembre-décembre 2020. Ensuite, le lancement officiel a eu lieu en mars 2021, au site Grand Vent, qui est connu par tous ceux qui connaissent Alger et par tous les Algériens. Et c'est une pièce très importante qui arrive au terme d'un processus qui a été assez long dans le temps, hein. 2012-2013, on a commencé par les incubateurs. Sidi Abdallah à Alger, Ouargla dans le sud, Oran dans l'ouest algérien. Et puis depuis cette époque-là, on a eu une succession comme ça d'opérations, de création de ce dispositif qui est d'abord un dispositif juridique et législatif et qui permet aujourd'hui à nous autres aujourd'hui de parler des startups comme une réalité. C'est un processus qui a été un peu tâtonnant, un peu difficile compte tenu des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard, mais qui est là aujourd'hui. Et je pense que l'accélérateur dont on parle aujourd'hui, c'est un couronnement de ce processus-là. Alors, Sidi Ali Zerouki, une bonne année depuis la création. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un petit bilan? Ça se passe comment, grosso modo? C'est prématuré de parler de bilan, en fait, parce que, comme notre ministère, d'ailleurs, il est en mode start-up, même l'accélérateur est en mode start-up. Pour la simple unique raison, donc, comme l'a si bien dit notre collègue, M. Azouz, donc, l'accélérateur a été créé par décret le 2356 du 30 novembre 2020, et puis il a été inauguré, donc le siège, le 2 mars par M. le Premier ministre, 2 mars 2021. C'est ça. Et depuis, donc, l'équipe est en train de mettre en place des programmes d'accélération et des challenges. Donc, elle met en valeur les acteurs de l'écosystème, donc les startups, et pas que, aussi on met en relation donc, les incubateurs, on les connecte ensemble. Et on fait aussi les programmes d'Open Innovation, dont on va parler tout à l'heure. Cet incubateur, plutôt cet accélérateur-là, il a maintenant pu faire une structure de base, et là, on a commencé la première cohorte, donc qu'on va commencer à accélérer sous peu. Et généralement, l'accélération se fait très rapidement. Donc, en fait, il y a un processus de sélection qui se fait par le biais du comité scientifique et technique présidé par M. Grar. Donc, aujourd'hui, le bilan du start-up, ce n'est pas sur les 3 premiers mois, encore moins même les 2 premiers mois, mais surtout dans la scalabilité et le success story qu'on va réussir à faire connaître, non seulement sur le marché algérien, mais à l'international aussi. Parce que le but d'une start-up, ce n'est pas d'être régional ou national. La start-up doit pouvoir s'exporter ses services, ses produits, ses solutions. Donc notre but, c'est de faire connaître ces start-up-là, les connecter aux réseaux internationaux. Très bien. Younes Grar, on a tendance à penser start-up et nouvelles technologies, alors qu'une start-up n'est pas forcément dans un domaine bien ciblé. Ça touche à tous les secteurs d'activité. On va faire un peu de pédagogie, si vous le permettez. Pourquoi on pense systématiquement à l'IT dès qu'on parle de start-up? Est-ce que c'est les fameux exemples de Steve Jobs et de Bill Gates et tout le reste ou... Il y a de ça, mais aussi même dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on fait appel aux IT. Donc, on a besoin de récolter des données, de faire de l'analyse, etc.
Et là, il n'y a pas d'autre solution que s'appuyer sur ces logiciels, ces plateformes qui nous aident à faire ça. Donc, dans le domaine de l'agriculture, l'environnement, l'énergie, etc. Donc, on a besoin d'équipements informatiques, d'équipements électroniques pour récolter des données, pour faire des traitements, pour actionner certains relais, etc. Donc, c'est pour ça que les gens voient une plateforme dans le domaine de l'agriculture, ils la voient comme plateforme IT, alors que non, c'est de l'agriculture, mais elle s'appuie sur des outils IT. Et ça, c'est la spécificité des technologies de l'information et de la communication, c'est la transversalité, ça touche à tout. Tout le monde a besoin des IT. Et tout le monde est informaticien et tout le monde peut gérer une page Facebook, tout le monde a besoin de développer une application mobile et dans son domaine d'activité. On peut dire qu'aujourd'hui, la configuration est de manière à ce que toute entreprise qui vient de naître va s'intéresser à un domaine particulier. On est dans le bâtiment, on est dans l'environnement, on est dans l'agriculture, en utilisant forcément les nouvelles technologies. C'est un peu ça la définition. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que les gens confondent. Parce qu'ils utilisent les IT, ils pensent que start-up, ça veut dire IT. Non. Start-up, c'est une start-up dans le domaine du bâtiment, c'est une start-up dans le domaine de la consommation de l'énergie, de l'environnement, mais c'est des solutions, c'est une start-up qui s'appuie pour réaliser ses objectifs et réussir ses projets. Elle s'appuie sur des outils électroniques, c'est des outils informatiques, etc. Donc, ils développent des applications mobiles, un site web, etc. Alors, messieurs, n'hésitez pas à rajouter. Oui, en fait, le champ d'intervention des startups est très vaste et recoupe des domaines d'activité aussi divers que l'artisanat, que le service aux soins ou à la santé, que travail que font par exemple des chercheurs dans des laboratoires de pointe. Donc c'est quelque chose qui est assez vaste. Pourquoi on a tendance un petit peu, non pas à confondre, mais à ramener toujours la question des IT aux startups? Moi je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans notre quotidienneté. Si vous êtes aujourd'hui, par exemple, propriétaire d'une entreprise spécialisée dans le service à la consommation, par exemple, vous avez besoin d'un smartphone. Vous avez besoin d'une application pour pouvoir être en contact avec votre client et être sûr que le chemin que vous allez prendre pour rejoindre ce client est le bon et le plus court et qui vous permet de gagner et de l'argent et du temps. Donc voilà, il n'y a pas de confusion en fait, c'est qu'aujourd'hui, même dans les bureaux aujourd'hui, même si on est loin du champ d'application, d'intervention des startups, on a besoin de ces outils-là, qu'on a tendance un petit peu aujourd'hui à dénommer IT, mais en fait qui sont aujourd'hui dans la quotidienneté de tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'un smartphone, on a besoin d'une tablette, on a besoin d'un micro, et on a besoin d'applications. D'où l'intérêt de ces activités de start-up, c'est qu'il y a une capacité à prendre en charge tout ce qui est disponible en termes d'outils et de support, mais on tient à s'adapter et à faire évoluer tout ce champ-là. Parfait. Sidaly Zerouki. En fait, je voulais rajouter aussi juste le point qu'il y a aussi des startups qui font dans l'entrepreneuriat sociétal. Absolument. Donc, ils ne touchent pas du tout à l'IT, encore moins aux outils, ni smartphones, ni autre chose. Donc en fait, c'est une idée perçue pour souvent des start-upers ou des gens qui pensent que la start-up c'est une application où il y a l'outil informatique tout simplement. Non. Donc là où il y a l'innovation, ça peut être considéré comme start-up. Là où il y a le potentiel de scalabilité, c'est-à-dire qu'ils peuvent grandir extrêmement rapidement, là aussi c'est une potentielle start-up et pas forcément aussi que dans l'IT. L'IT, au fait, c'est un outil sur lequel on se repose aujourd'hui. On est tous informaticiens, on va dire, par défaut. Vous avez une tablette, vous n'avez peut-être jamais fait d'ingénierie en informatique. Vous avez fait communication. Pareillement, donc pour l'agriculteur qui a besoin des équipements IoT, donc pour connaître la température du sol, la fertilité, et j'en passe. Donc en fait, il y a plusieurs domaines. Aujourd'hui, on dénombre plus de 38 domaines des startups en Algérie, mais de par le monde, c'est un nombre indéfini. Dès qu'il y a une solution pour une problématique de la société, d'une entreprise, elle peut être dans le sillage d'une start-up et elle peut être formalisée sous forme de start-up qui n'est pas un numéro de registre de commerce qui dit start-up. Ça aussi, c'est une autre idée perçue. Donc en fait, start-up, c'est une entreprise, peu importe l'âge du fondateur ou du cofondateur, il peut avoir 70 ans comme 15 ans. Il faut avoir de l'innovation et une portée
une vision d'exportation de cette solution. Parfait. La volonté politique hier, on le disait, avec une réglementation, avec un label, avec... si on venait maintenant à décrire l'écosystème dans lequel évoluent ces startups en Algérie. Faisons un benchmark avec ce qui se passe dans des pays références en la matière. Franchement, concrètement, messieurs, on en est où aujourd'hui? Sans complaisance, on n'est vraiment pas là pour faire de la complaisance, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On en est où concrètement? C'est excellent. En fait, aujourd'hui, tout le monde le sait, même les Européens, les Américains devancent tout le monde par le mindset entrepreneurial et start-up. Je vous donne une petite histoire, enfin, un aperçu. Avant, ils faisaient ce qu'on appelle les galas de charité, là où il y avait des dons de chèques pour des causes nobles. Et puis, ils se sont convertis en des investisseurs. Pourquoi on donne de l'argent juste pour rien? Et si on investit cet argent dans des startups, dans des entreprises qui sont rentables? Et c'est comme ça qu'a commencé le venture capitalisme et le angel investment. C'est un point, je pense, on pourra en discuter après. Mais aujourd'hui, pour se positionner, on a pris un peu de retard, mais, je dis bien mais, avec la création du ministère de tutelle, donc ministère des startups et de l'économie de connaissance, il y a une accélération par deux facteurs. Un, c'est la création de ce ministère, qui est jeune, et qui a toute une dynamique donc, de booster cet écosystème. On est un peu loin par rapport à l'Europe, mais l'accélération par laquelle on voit cet écosystème jaillir, et ces pépites en train de sortir des quatre coins de l'Algérie, est assez impressionnant. Moi aussi, j'étais entrepreneur il y a 7 ans, en lançant des startups, mais c'était un peu prématuré, c'est-à-dire le mindset n'y était pas. En Europe, on dénombre des dizaines de milliers de startups. Aujourd'hui, en Algérie, on a identifié pas moins de 5000 startups. Sauf que ceux qui sont labellisés, c'est un peu moins parce qu'ils doivent obéir à certains critères. Donc en fait, le ministère, il a mis en place des mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la labellisation. C'est quoi la labellisation? La startup doit avoir certains critères. Compliance avec certains critères. Il faut avoir de l'innovation. Il ne faut pas avoir plus de 8 ans. Il ne faudrait pas avoir un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dinars. Il ne faudrait pas avoir plus de 250 millions d'employés. Là, on peut être, et si on a de l'innovation, on peut facilement soumettre sur une plateforme totalement digitalisée, il n'y a pas de bureaucratie, il n'y a pas de papier, c'est paperless. Tout le monde peut faire à travers une plateforme en 30 secondes chrono, soumettre pour avoir ce label de start-up. Une fois le label obtenu, déjà, on a le Algeria Startup Fund, c'est un fonds d'investissement, pas de crédit. Ils font du capital risque. C'est Sharia compliant, c'est-à-dire halal 100%. Donc, c'est des prises de participation. Si le projet est viable, si le projet a du potentiel et peut réussir, donc il y a un comité qui va évaluer le projet et peut investir dans cette start-up en prenant des participations pour que cette start-up scale et grandit. Et justement pour qu'elle puisse scaler, il y a le rôle de l'accélérateur. Donc il va accompagner pour que cet investissement ne parte pas comme ça. Il y a un encadrement qui vient derrière, c'est l'accélérateur qui prend cette mission, donc il accélère cette start-up, et pour que ces start-up, non seulement ils ont, je dirais pas bénéficié, mais ils ont été choisis, sélectionnés parce qu'ils ont de l'innovation, parce que leur projet, il y a du potentiel dedans. Donc, et ça aussi, donc, on n'est pas en retard, c'est le mindset qui est en train de s'installer. Et le mode entrepreneurial, il a commencé avec l'accélération qui a été dictée par la pandémie du Covid. Alors ça, c'est un peu sur le papier, ce que vous venez de décrire. Mais la réalité du terrain, est-ce que réellement il y a des exemples concrets, il y a des startups qui ont démarré selon cette configuration et qui aujourd'hui ont réussi à lever des fonds, ont réussi vraiment à se développer, sans pour autant les citer, mais moins nous donner un chiffre, un nombre bien précis? En fait, aujourd'hui, on parle à peu près presque d'une centaine, je n'ai pas le chiffre parce que c'est le fonds qui a le chiffre exact, et chaque jour il y a des levées de fonds. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, avant juste de venir à l'émission, d'ailleurs j'ai raté la fin il y avait ce qu'on appelle le Pitch Day, là où il y a des startups qui ont été confrontées aux investisseurs. Il y avait des angel investors privés, et aussi il y avait l'Algeria Startup Fund. Donc les start-upers pitchaient pour ces investisseurs, essayaient de les intéresser et les séduire, on va dire. Voilà, je suis une start-up intéressante, j'ai du potentiel, voilà mon business plan, et voilà mes projections sur 2 ans, sur 3 ans, et je suis intéressante. Donc, ils demandent des levées de fonds. Aujourd'hui, on parle des
pre-seed et des seed funding. C'est des levées de fonds allant de 1 million jusqu'à 20 millions de dinars. Et puis on rentre dans les séries A, série B, série B. On n'en est pas encore là pour le moment parce que ça a besoin de maturation. Younes Grar, tout le monde y a accès, l'ensemble des startups à l'échelle nationale. Est-ce qu'on fait suffisamment de bruit aujourd'hui? Parce qu'il faut dire que celles qui sont un peu loin des centres d'intérêt, des grands centres comme Alger, Oran, Annaba, ont tendance à se dire on nous néglige, on nous associe pas, on nous parle pas de tout ça. Il faut reconnaître que l'idée des startups, ça a commencé, ça fait des années. Il y a eu des tentatives, des jeunes qui se sont lancés, il y a des jeunes qui ont réussi. Et on profite de leur service actuellement. Sans cette histoire de label, sans rien du tout déjà. À l'époque, ils ont réussi. Parce que normalement, les startups se développent dans un espace libre, pas dans un cadre administratif, etc. Malheureusement, ça n'a pas marché comme l'espéraient les startups et les investisseurs. Il y a eu de mauvaises expériences. Donc, je pense que le ministère est intervenu pour mettre un peu de l'ordre. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui démarre d'une idée est une start-up. Il y a des règles à respecter, etc. Sinon, on va se retrouver avec des entreprises qui font du n'importe quoi, etc. Et aussi, régler ce problème de financement, parce que les start-up ont besoin d'un financement pour démarrer, parce que c'est des jeunes qui sortent de l'université, qui n'ont pas un fonds, qui n'ont pas de payer un loyer, ni son salaire, ni acheter des équipements, donc il faut les aider. Ils ont eu des expériences avec certains investisseurs privés, mais il faut reconnaître que c'est des expériences négatives. Donc l'État, il est plus ou moins rassurant. Et voilà, on va au ministère, le ministère c'est l'État, donc on ne risque pas de nous voler nos idées et nos efforts. Donc, et de là, donc, ça a commencé. Les jeunes se sont inscrits sur le site startup.dz et ça, c'est une expérience c'est une expérience nouvelle. Il faut le reconnaître. C'est un ministère, un secteur où les gens s'inscrivent et font leurs demandes en ligne, sur le site. Donc directement, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin de papier, d'envoyer un dossier, etc. Ça, on a dématérialisé un peu ça, l'opération. C'est une bonne impression qu'on donne aux jeunes. Et je pense qu'actuellement, il y a 1000 startups labellisées, peut-être. L'Algerian Startup Fund, à mon avis, c'est une bonne expérience. Ça commence. On démarre, on balbutie, on essaie d'apprendre, etc. Parce que c'est nouveau. C'est un modèle disons, algérien. J'espère qu'il va donner des résultats et ça commence. Moi, je participe à des concours, à des jurys, etc. Et je vois des startups. Il y a de belles idées sur lesquelles on peut compter pour lancer et espérer avoir dans un proche avenir des success stories, des startups qui ont réussi en Algérie et qui peuvent intéresser des capitaux risques étrangers. Et je peux vous dire, je suis en contact avec certains fonds étrangers qui sont intéressés par investir en Algérie sur certains projets. Même si c'est pour le pays, pour l'Algérie, parce que c'est un grand chantier. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'idées qui se lancent. Il y a tout un projet de numérisation. Lorsqu'on parle de numérisation des différents secteurs, et on a besoin de sécuriser nos données, d'améliorer la qualité des services, etc. On ne peut pas compter toujours sur des solutions qu'on achète de l'étranger, avec tous les risques de vol de données, de sécurité informatique, etc. Sinon, on va se demander, ces jeunes qu'on est en train de former dans nos universités vont servir à quoi ? Très bien. Donc, on leur prépare un terrain pour lancer leurs idées. Alors, bonne ou mauvaise chose, Il y a un élément très Nordine Azouz important à soulever, Ahmed, c'est que sur le plan politique, institutionnel et juridique, il y a une avancée assez significative. Dans la mesure où, depuis un certain nombre d'années, les prétendants à la création de start-up disposent quand même d'un dispositif juridique et politique, disons-le, qui est incitatif et qui encourage aujourd'hui à la création de ces jeunes pousses.
Ce dispositif se traduit aussi par un cadre des plus incitatifs et qui se traduit par exemple par des exonérations fiscales, IRG, IBS, l'impôt forfaitaire unitaire, selon la formule ou le modèle juridique de création d'entreprise qui n'existait pas auparavant, qui est là aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Bon, donc, un développement et une évolution assez intéressante et qu'il faut saluer, même si elle a pris un peu plus de temps que prévu, mais bon, vous savez, la création d'entreprise aussi dépend aussi d'un contexte plus large, d'un écosystème plus large, et qui fait que c'est pas toujours évident d'être en adéquation par rapport au prévisionnel qu'on a lancé il y a 5 ans ou 6 ans. Sur la question du benchmarking, vous avez parlé de référence, il est évident que c'est pas comparable aux pays anglo-saxons. Voilà, les États-Unis, on est autour de, si mes chiffres sont bons, autour de 4 800 start-up. En Grande-Bretagne, nous sommes autour de 500 000 start-up, y compris en Afrique, surtout en Afrique australe. L'Afrique du Sud, quand même, est perçue comme un modèle en termes de création de jeunes pousses. L'Ouganda aussi, où les start-up représentent à peu près entre 28 et 38% du champ entrepreneurial en général. Donc, c'est dire que on a fait des progrès, mais il y a encore des choses à faire et encore Très bien. Voilà, des étapes à accomplir. Alors, Younes Grar, vous avez parlé tout à l'heure de financement. Voilà le nerf de la guerre. Vous posez la question à n'importe qui, vous lui dites est-ce que le financement est la première condition pour la start-up, il vous dira oui. En revanche, certains observateurs et certains spécialistes de l'entrepreneuriat, ils vous disent que le financement arrive en dernier. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Ils vous disent il faut d'abord de la folie, il faut du courage, il faut de la compétence, et le financement, ce n'est que vraiment le dernier maillon de la chaîne. Ce n'est pas du tout une nécessité pour eux. Alors que la plupart des startups algériennes, lorsque vous leur posez la question, elles ont tendance plutôt à commencer par le financement. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une histoire de revoir le mindset de ces start-upers ? Justement, ça, c'est le rôle de l'incubateur. D'accord. Parce que le porteur d'idées, en général, c'est un technicien. C'est quelqu'un qui maîtrise l'électronique, l'informatique, il sait développer, il sait copier ce qui se fait ailleurs, etc. Donc, mais il ne donne pas de l'importance à l'environnement. Pour lui, le plus important, c'est le côté technique. Mais pour le réaliser, il faut qu'il achète des équipements, il faut qu'il achète des logiciels, etc. Il faut 2 ou 3 ingénieurs, développeurs. Donc, tout ça, c'est de l'argent. Mais il ne donne pas beaucoup d'importance à la viabilité de l'idée. C'est vrai, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'elle va réussir sur le marché algérien ou non? Ça, il ne peut pas le savoir parce qu'il est enfermé dans son laboratoire. Il faut que quelqu'un le sorte de cette bulle et lui montre les choses pour lui dire. Il lui fasse rencontrer du monde déjà. Déjà, parce que d'habitude, il présente son projet en tant que projet de fin d'études, donc à des enseignants. Maintenant, non, il faut le présenter à des gens du domaine juridique, du marketing, des gens qui connaissent le marché, comment protéger une idée, etc. Donc, le discours, il diffère. Et là commencent les difficultés. Même pour le financement. Ils pensent que le financement, c'est une chose facile. Non, les gens, les richards, c'est les plus réticents. Donc, il faut les convaincre. Mais on ne peut pas les convaincre avec des formules. Il y a un autre discours qu'on doit tenir. Et l'incubateur, avec les mentors, avec l'accompagnement, il montre à ce jeune comment devenir entrepreneur, pas concepteur, développeur. C'est vrai, l'idée, elle est bien, mais il faut s'entourer de ces aspects pour pouvoir convaincre et réussir. Il est pressé à prendre la parole. Vous avez apparemment des choses à... Effectivement, en fait, il y a des statistiques, il y a des cabinets qu'on ne peut pas citer leur nom, malheureusement, mais ils font partie des Big Five, qui ont fait des études en Amérique, en Europe, et sur des marchés qui nous ont devancés, justement. Et plus de 40% des startups qui ont échoué, c'est des startups qui ont trouvé des solutions, des produits qui n'ont pas leur marché, n'ont pas leur place. Ce n'est pas le financement. Et puis, en deuxième place, vient le financement à 29%. Donc 29% des échecs des startups, c'est le financement. Et puis ça vient donc marketer son produit, avoir le bon prix et manque de mentorat. Et puis on a aussi de l'autre côté, 59% des startups qui ont réussi ont été incubées ou accélérées. D'où
l'importance d'être coaché ou dans un cadre je dirais, d'incubation ou pour d'accélération. éviter le fameux taux de mortalité. Le taux de mortalité, il est inévitable. Voilà. Aujourd'hui, de par le monde, on parle de 80% de taux de mortalité. Et c'est normal, pour plusieurs facteurs. Même les meilleurs, sans citer encore une fois leur nom, incubateurs ou accélérateurs, que ce soit aux USA, que ce soit en Europe ou en Asie, et tout à l'heure on parlait de l'Afrique. En Afrique, il y a aussi le Nigeria qui est leader. Au Nigeria, on compte autant de nombre d'incubateurs à Lagos même, qui est le nombre de nos startups labellisées, je ne parle pas identifiées. Parce que bon, en termes de population, ils sont beaucoup plus nombreux. Nettement. Mais aussi, il y a des porteurs de projets, surtout dans la fintech, insurtech, et aussi des investisseurs qui misent, qui risquent, qui investissent. Donc, les fonds, c'est important. Mais à une deuxième étape, une fois qu'on fait notre POC, Proof of Concept, là, on dit que notre produit, il est commercialisable, il est vendable, il est scalable, il a du potentiel. Là, on va chercher ces investisseurs-là. On ne peut pas demander le financement et on est au stade d'idée, surtout pour lever de fonds, je dirais conséquente. On peut avoir ce qu'on appelle des pre-seed funding pour commencer à développer le prototypage et là rentre le rôle justement des incubateurs et des Fab Labs. Aujourd'hui, des universités et centres universitaires, ils ont les Fab Labs, mais il faudrait qu'ils soient ouverts à tout porteur de projet. D'accord. Réaction, Nordine Azouz, financement, mindset. Le financement, elle est incontournable. Hein. On ne peut rien faire sans argent. Et une idée non financée est une idée morte. Il ne faut pas se raconter des histoires. Et je ne crois pas non plus à la fable de ceux qui vous disent « j'ai démarré de rien du tout ». C'est absolument faux. On ne peut pas démarrer de rien du tout. Le rien, c'est le rien. On démarre à partir d'une base financière. Et cette préoccupation, je pense qu'elle a été prise en charge par les pouvoirs publics et par le jeune ministère que dirige Walid El-Mahdi, en tant que ministre délégué, par la création d'un fonds d'investissement. Il reste, à mon avis, encore assez modeste, autour de 3 milliards de dinars. Je pense qu'il y a un effort à faire. Donc, le fait de créer un fonds d'investissement, c'est aussi une préoccupation quant à la question de financement et trouver des solutions pour que les gens qui sont porteurs d'idées puissent avoir l'argent nécessaire pour que cette idée-là voie le jour et devienne un projet solvable, voire industriable. Parce que la vocation de start-up, c'est de ne pas rester une start-up. Elle est inscrite dans ton cours. 3 ou 4 ans, je parle sous le contrôle de nos invités aujourd'hui, mais pour devenir demain une entreprise classique, créatrice de richesse et d'emplois. Alors, partenariat, collaboration, bien sûr, avec tout type d'entreprise. On parle du public, on parle du privé, on parle des multinationales. Comment, j'ai envie de dire, Younes Grar, amener ces entreprises, les inciter finalement à associer ces startups dans leurs projets sans leur forcer la main? C'est important. Comment avoir l'approche idéale pour ne froisser personne, aussi bien la start-up que l'entreprise elle-même, qui doit faire confiance à cette start-up? Je pense à travers les schémas que propose le ministère, donc j'espère qu'on aura très prochainement, sur les 1000 start-up, au moins une dizaine, une vingtaine qui ont réussi, qui proposent des solutions à des problèmes réels que connaissent les entreprises algériennes, les administrations. Donc, les gens sont confrontés à des problèmes, ils cherchent des solutions. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire confiance à un jeune qui a une idée et qu'il ne maîtrise pas très très bien le côté juridique, légal, etc. Donc, et qui demande de l'argent. Donc, suite aux expériences non réussies, donc les gens sont réticents. Mais à travers ces expériences que j'espère qu'on verra dans le proche avenir, ça va réconforter, bien sûr, les investisseurs vont comprendre, puisque l'ASF, l'Algerian Startup Fund, a fait le pas et il a financé, même si c'est modeste, 3 milliards de dinars, mais ça va encourager les fonds étrangers aussi à s'aventurer. Et les fonds locaux aussi, ils vont s'aventurer, ils vont dire, puisque ça a réussi, ça fait rentrer de l'argent. C'est des choses concrètes, c'est des chiffres, c'est pas des idées, c'est pas des phrases, c'est pas du texte. C'est une entreprise qui a démarré, et qui a eu son label, et qui a soutenu son projet, qui a été financé par l'ASF, qui a été incubé, accéléré, etc., qui a donné un résultat réel. Au lieu de parler des success stories aux USA, on va parler des success stories en Algérie. Par la suite, on va
passer à l'étape suivante, levée de fonds. Maintenant, j'ai démarré avec 10 millions de dinars. Maintenant, puisque ça a réussi, je peux m'étaler, me développer beaucoup plus sur le national au moins. Donc, il va y avoir des levées de fonds, il va y avoir des investisseurs qui vont s'intéresser. Et là, donc, oui. un appel. Déjà, ça, c'est les startups qui font le geste, qui font le premier pas. Donc, ils décèlent les problèmes qui existent dans la société et ils proposent des solutions. Maintenant, on doit passer à la deuxième étape. C'est les entreprises qui se rapprochent des startups, qui développent leurs problèmes. Voilà nos besoins, voilà les problèmes qu'on rencontre dans le domaine de l'éducation, de l'environnement, etc. On a beaucoup de problèmes. Et elles font appel à ces startups pour leur dire, est-ce qu'il y a des jeunes compétences qui peuvent lancer des startups pour résoudre ces problèmes qu'on rencontre et on est prêt. Alors, est-ce que sur le plan légal et fiscal, une entreprise aujourd'hui en Algérie a le droit de s'approcher d'une start-up et de l'associer dans une... On se pose cette question. Bien sûr, complètement. Si vous permettez, d'ailleurs, je voulais juste paraphraser ce qu'on a dit notre cher expert, M. Younes. Aujourd'hui, il y a les programmes, ce qu'on appelle d'Open Innovation. Algeria Venture a lancé, dès son lancement, dès son inauguration, plusieurs programmes d'Open Innovation. Dans l'industrie oil and gas, et avec le groupe Sonatrach, il y avait des sessions d'Open Innovation où des startups ont été approchées parce qu'ils avaient des solutions qui règlent des problèmes pertinents et qui font du cost saving, des prestations, certaines solutions qui ont été achetées en devises étrangères. Maintenant, ils sont solutionnés ici localement par des ressources algériennes et du potentiel algérien. Ça est d'une. De deux, au niveau des assureurs, on a fait aussi de l'Open Innovation avec des assureurs, et pareillement, sans citer leur nom, il y a des privés et des publics qui ont approché ces startups parce qu'ils avaient des solutions qui répondaient à leurs problématiques. Ils ont solutionné ça en monnaie locale, donc en dinar algérien, au lieu d'acheter des solutions en devises étrangères. Il y a en fait deux types d'Open Innovation. Il y a l'Open Innovation adressable, c'est qu'on connaît l'entreprise et ses problèmes, et toute entreprise a des problèmes. Si elle n'a aucun problème, tout va bien, c'est qu'elle a besoin de faire du cost saving. Et là, on leur dit, voilà, il y a des solutions pour ces problèmes-là. On a des startups qu'on a identifiées qui peuvent résoudre ces problèmes. Ça est d'une. De deux, il y a justement l'Open Innovation dans l'autre sens. Des entreprises, ils ont des problèmes qui ne sont pas peut-être identifiés par nous en tant qu'acteurs, et ils s'inscrivent par exemple dans ce programme d'Open Innovation. On a une plateforme algeriaventure.dz/Open Innovation, une plateforme d'Open Innovation. Ces entreprises peuvent s'inscrire. Il y a les milliers de startups qui sont identifiées, qui vont participer dans des challenges, et maintenant tous les grands groupes industriels nationaux ou internationaux adhèrent à ces problèmes de programmes d'Open Innovation. Je vais donner un titre d'exemple. Je ne sais pas si on a le droit de citer un groupe étranger. On a le droit de tout faire ici. Parfait. Il y a un groupe qui dépense chaque année jusqu'à 9 milliards de dollars sur la R&D, recherche et développement. C'est le groupe Pfizer. Depuis 10 ans, il investit entre 7,5 et 9 milliards de dollars recherche et développement. Et en 2020, il a dit, tiens, je dépense à chaque fois tant d'argent, si je changeais de mindset. Il a associé une start-up, BioNTech, allemande. Ils ont développé le vaccin pour le Covid. Donc, ils ont dépensé une centaine de millions de dollars pour l'Open Innovation en s'associant à ces startups. Donc, ils ont changé complètement de cap. Au lieu d'investir sur la recherche et développement, j'investis sur la startup. Je lui donne les moyens, je lui dis, solutionnez-moi ce problème-là. La startup, elle est plus flexible. L'entreprise, elle est rigide, elle a des mécanismes. C'est pour régler un problème, il faudrait tout un mécanisme, tout un process et un budget qu'elle ne doit pas dépasser. La startup, elle est flexible, elle a third eye, des yeux externes qui peuvent résoudre ce problème. Et ça a donné ce résultat. Ils sont en train de vendre vaccin anti-Covid pour des milliards de dollars ce vaccin anti-Covid. Pareillement, des groupes industriels dans le oil and gas, dans l'agriculture et j'en passe, qui sont en train de solutionner. Donc vous nous confirmez qu'aujourd'hui, rien n'arrête toute entreprise publique ou privée ou multinationale à aller vers la start-up, à la soutenir et à l'associer dans ses projets. Je les invite, ça ne vous coûte rien, testez-les. Testez-les, challengez les startups. Approchez, c'est-à-dire vous allez être accompagné par une structure publique qui a l'expertise, qui a les coachs et les mentors et le programme. Mais ça se passe comment concrètement? Allez, je suis une grande entreprise. Parfait. J'ai un problème que je n'arrive pas à solutionner en interne parce que la lourdeur, la compliance et tout le reste, j'ai envie de faire
j'ai envie d'appeler une start-up bien précise pour me régler ce souci. Comment je fais? Est-ce que je passe par vous? Je passe par le ministère des start-up? Je fais une annonce? Le ministère, il a mis des mécanismes. D'accord. La labellisation, le fonds, l'accélération. Il y en aura d'autres certainement qui vont venir sans nul doute, sous peu. Aujourd'hui, ils peuvent approcher l'accélérateur, Algeriateur. Il y aura aussi des incubateurs qui vont faire de l'open innovation. En fait, nous, on est là pour supporter parce qu'en fait, on est aussi une garantie. Entreprise publique, on est là, on ne va pas s'éteindre demain. Les incubateurs qui sont, pour la plupart, c'est des privés. Pour certains qui sont en train de briller, on peut approcher et dire, voilà, j'ai cette problématique, nous, on la formalise sous forme de challenge. On met en compétition des startups. On ne va pas dire c'est la startup X, encore moins Y, ni celle qui est bleue, encore moins celle qui est rouge. Mais on va les mettre en challenge et les meilleurs vont solutionner le problème à moindre coût. Et c'est aux entreprises de choisir, dire, voilà, moi, c'est cette solution qui me convient le plus. D'accord. Je vais filiariser, acheter la solution. Il y a aussi une panoplie de solutions et de choix. On sent cette synergie Unesgra aujourd'hui, honnêtement. Vous la sentez? Sincèrement, les entreprises n'ont pas le choix. S'ils veulent résister à la compétitivité, à la concurrence et survivre dans un marché concurrentiel et très agressif, surtout par rapport à ce qui nous vient de l'étranger, ils sont obligés de s'adapter, de réduire les dépenses, de réduire les coûts, améliorer la qualité des produits, améliorer le process. Et l'entreprise, malheureusement, elle a essayé de le faire toute seule, mais elle n'arrive pas. Alors qu'il y a des multitudes de porteurs d'idées, de compétences qui sont non exploitées ou mal exploitées, pourquoi ne pas lancer un appel, inviter les gens à travers des émissions, des concours, des salons, et dire voilà, moi en tant qu'entreprise dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de l'agriculture, voilà les problèmes que j'en rencontre. En tant que propriétaire de cette entreprise, je perds de l'argent dans tel process, les produits ne sont pas de bonne qualité dans tel domaine, etc. Est-ce que vous, en tant que porteur d'idées start-up, vous pouvez me proposer des solutions? Je me souviens, j'étais chef de laboratoire dans les années 90. On a été approché par BCR, El Kbir, qui fait dans la robinetterie. Les gens étaient étonnés. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils nous ont envoyé un courrier au CDTA et au laboratoire architecture des systèmes parce qu'on travaillait dans le domaine de l'électronique, informatique, etc. C'était, je pense, en 92-93. Il nous a invités au siège à Sétif, à Nkbira, et il nous a fait une présentation. Les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et il nous a exposé les problèmes. Voilà, c'était le problème dans le domaine mécanique, robotique, électronique, etc. Est-ce que vous avez, dans le domaine d'activité, dans les projets que vous avez au niveau de vos laboratoires, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites qui peut résoudre un de ces problèmes? Et c'était quelque chose de nouveau. Donc, c'était à peu près le même principe. Les entreprises algériennes ont des problèmes et il y a des startups qui peuvent résoudre ces problèmes. Faire le lien et pour plus de garantie, de tranquillité, etc., on peut s'appuyer sur des structures publiques, Algeria Venture, le ministère, etc. Donc le label startup, c'est une garantie. Si cette startup a eu déjà un financement de l'ASF, c'est une autre garantie qu'il y a du sérieux. Donc ça tranquillise les entreprises. Et le démarrage, il est très difficile. Mais il faut commencer, sinon on va rester tout le temps. Et la vitesse de croisière, tôt ou tard, on l'atteindra. On l'atteindra. Alors, ça paraît tellement simple. Sur cette question de financement, Ahmed Lahari, indubitablement, il y a un engagement des pouvoirs publics sur cette question-là. Une anecdote, l'accélérateur a été financé par Sonatrach, si je ne m'abuse. C'est une preuve de l'engagement des pouvoirs publics et des grands groupes industriels et économiques dans ce pays. Vous avez aussi un certain nombre de mesures incitatives qui n'existaient pas auparavant, qui sont aujourd'hui disponibles et qui permettent aux startups de recourir au crowdfunding, de recourir au financement public et privé national, de recourir au financement étranger. Ça, ce sont des mesures qui n'existaient pas et qui sont là aujourd'hui. Maintenant, reste la question du privé, qui reste réticent. Et la première question d'un privé, c'est qu'est-ce que je gagne, moi, dans mon association avec vous. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe d'abord sur le terrain.
Sur le terrain, il y a des champions. Je pense par exemple au marché des VTC. Voilà, une évaluation a été donnée il y a quelques années, je ne sais pas si elle est vraie, mais on a parlé d'un marché. Les VTC, ce sont les voitures de transport avec chauffeur et qui permettent aujourd'hui de régler combien de problèmes à nous autres. C'est des startups dans le domaine du transport. Absolument. Et qu'on dit que c'est des. Voilà. IT, Et alors, ce qui est généré comme richesse dans cette rubrique-là, c'est autour d'$1 million, si mes souvenirs sont bons. Vous avez autre chose très important, et j'espère que ça va réussir, c'est la création au niveau de la bourse d'Alger d'un compartiment start-up. Et on en parle avec d'ailleurs la COSOB qui nous supporte et supporte la start-up. Aujourd'hui, il y a des pourparlers, il y a des mécanismes. On ne va pas, je dirais, donner la primeur ici, mais il y aura des annonces qui il y aura des annonces qui seront faites. Si vous voulez le faire, merci. Mais ce que je voulais dire, en fait, aujourd'hui, ce qu'on incite, certes, les pouvoirs publics ont mis en place l'ASF, Algeria Startup Fund. C'est ça. Mais là, c'est pour être une garantie et aussi pour inciter, parce que dans le monde, aux USA, encore une fois, en Europe, en Afrique, ce n'est pas les pouvoirs publics qui investissent sur les startups. Nous, en fait, c'était un geste, un signal fort. On est en phase d'échauffement. On est en phase d'échauffement, exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a un premier fonds d'investissement, enfin, ce qu'on appelle le Casbah Business Angel. On assistait tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une équipe Alger 24 donc, qui était en train de couvrir l'événement aussi. Et il y a des levées de fonds, et il y a aussi des angel investors privés qu'on a associés pour goûter à ce goût de prise de risque. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires algériens. En fait, il y a une différence entre entrepreneurs, angel investors et businessmen. On a beaucoup de businessmen, mais on a peu d'angel investors et on a peu d'entrepreneurs. Je vais donner des chiffres. On parle souvent des États-Unis. Le Chili, c'est le pays là où il y a le plus d'entrepreneurs. 20% de la population, c'est des entrepreneurs. Aux USA, c'est que 7%. C'est la culture entrepreneuriale. C'est la culture, exactement. C'est le mindset entrepreneurial. Les gens entreprennent. Aux USA, on ne trouve pas les gens avec leur argent sur les comptes en banque. Leur argent est investi sur des startups, il est en bourse. Et là, ça fait toute la différence. Mais ils ne mettent pas tous les œufs dans le même panier. Donc, ils diversifient les investissements. Et là, une startup peut réussir et l'autre investissement peut faire la balance. Et là, il passe du simple par au double, mais des multiplications par 100. Et la valeur boursière des startups, il y a des équations pour calculer ça. On pourra en parler. Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle, donc, dès que la valeur monte, il y a des gens, c'est des opportunistes. Aujourd'hui, la valeur boursière d'une startup monte, il fait ce qu'on appelle un exit, il sort. Il rachète ailleurs. Et ainsi de suite. Et c'est ça, au fait, qu'on voudrait créer ici, c'est d'avoir ce mindset entrepreneurial et ce mindset de prise de risque dans l'investissement qui est encore une fois Sharia compliant. Très bien. Younes Grar, l'évolution des mentalités, vous pouvez nous dire quoi là-dessus? Est-ce que réellement les jeunes d'aujourd'hui veulent prendre des risques, veulent entreprendre, veulent créer des entreprises? On va arrêter avec ce cliché agent de sécurité, chauffeur, parce qu'il y en a marre que des jeunes parlent que de ça et surtout veulent être recrutés dans une sharika wataniya. Voilà, vous posez la question, ils disent je veux être recruté pour la sécurité de l'emploi. Voilà. Il faut arrêter avec cette mentalité parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est ce que je disais, c'est-à-dire j'espère que dans un proche avenir, vous allez inviter dans cette émission des champions qui ont réussi. Et ils vont raconter leur histoire, comment est-ce qu'il a démarré d'une idée, comment est-ce qu'il a résolu un problème, comment est-ce qu'il a eu le label, le fonds, et comment est-ce qu'il s'est développé. Et ça va donner des idées, ça va rassurer les autres jeunes pour tenter cette aventure. Alors, on doit terminer, il reste 3 minutes. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce comité scientifique et technique d'Algeria Venture. Vous en êtes le président du conseil d'administration, vous êtes le directeur général de Algeria Venture. En 2 mots, comment il va fonctionner et quelle sera sa mission la plus urgente, j'ai envie de dire? Le conseil scientifique et technique, comme le nom l'indique, donc il répond à des questions scientifiques et techniques que rencontre Algeria Venture. Par exemple, sur quels critères techniques on peut dire que cette entreprise a droit à un label start-up. Une entreprise qui demande un financement des équipements pour développer leur projet. Des fois, le financier, il ne sait pas exactement ce que ces équipements vont servir au développement de ce projet ou non.
Au niveau du conseil scientifique, donc il y a des évaluez chercheurs, bien chaque sûr. cas. Et là, donc, on rassure le financier que ces équipements, exactement, rentrent dans le cadre du développement. Ça va contribuer au développement de cette start-up pour éviter les dépassements, etc. Donc, et aussi répondre à toute question qui se pose au niveau d'Algérie Aventure, où ils ont besoin d'un avis technique. On a, au niveau du conseil, on a des membres dans les différents domaines, mais aussi on fait appel à des experts de l'extérieur. Je vous laisse conclure, Sidi Ali Zerouri. Eh ben, je lance un appel à tous les jeunes Algériens. Osez, prenez des risques. Aujourd'hui, on met tous les moyens à leur disposition. Financement, accompagnement, labellisation, paperless. Donc, il n'y a pas de frontières. On fait des événements pour qu'on soit inclusif. Là, on commence à se déployer aussi avec les incubateurs privés qu'on est en train de supporter, mais aussi avec des infrastructures d'Algérie Aventure. Les 58 wilayats et les 1500 et quelques 48 communes, on les couvre tous, on est inclusif, il n'y a pas de frontières. Osez, prenez le risque, même si vous échouez, demain, ça sera une leçon apprise qui va vous permettre d'avancer encore et de façon encore plus sûre. Le maître mot, n'ayez pas peur de l'échec et quand on tombe, on rebondit à chaque fois. Merci beaucoup. Sidi Ali Zerouri, directeur général, je rappelle, d'Algérie Aventure, Younes Gara, expert et consultant IT et en même temps, bien sûr, président de ce comité technique de Algérie Aventure, comité scientifique et technique. Merci une nouvelle fois, bien sûr, à Nourdine Azouz, notre consultant. Bien sûr, tous les mercredis soirs sur Al24 News. C'était Inside, consacré à l'écosystème startup ce soir. Merci, bien sûr, de nous suivre, bien sûr, comme tous les mercredis soirs. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. À mercredi prochain. Bonsoir.